Allô Adèle, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien. Ça va très très bien. Dis-moi, là je viens de terminer le podcast et j'ai une petite idée pour le titre. Donc dis-moi ce que t'en penses. Ouais, C'est un peu audacieux, hein, je te l'avoue. Euh, ok, je t'écoute. j'ai pensé à un titre absolument sympathique qui s'appellerait La chienne de l'histoire. La chienne de l'histoire. Ouais, ouais, Ok. ça tirait ça? Ou c'est un peu trop violent? Non, en vrai, enfin, tu vois, je comprends la démarche qu'il y a derrière et le jeu un petit peu de mots est drôle. Donc, enfin, c'est surprenant, audacieux, mais j'aime bien. Bon bah alors c'est parti, on y va alors. C'est cool, merci. Si j'ai ton approbation, tout va bien. On peut commencer le Par- podcast. Bien sûr. Let's go. Cursus. Viens, on s'écoute. Premier épisode, la chienne de l'histoire. Je m'appelle Adèle. Actuellement, je suis prof d'histoire en région parisienne. Au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais faire un métier dans lequel je transmets quelque chose et au contact des enfants. La profession d'histoire-géographie, ouais, je pense que ça a été une vocation que j'ai peut-être un peu mis du temps à accepter parce que mes parents voulaient que je fasse de grandes études, de grandes écoles, un métier qui rémunère mieux. Et moi aussi, au début, je voulais un métier qui rémunère mieux. Mais au final, je suis rendue à l'évidence que ce que je voulais faire, c'était enseigner. Et pourquoi l'histoire géo? Parce que c'est une matière que je trouve très sympathique à enseigner et puis parce que ça m'intéresse. Quand j'étais en primaire, j'étais dans le groupe, on va dire, de ce que l'on appelle un peu les populaires. J'étais la petite peste en fait. En primaire, j'embêtais un peu les autres. J'aimais bien avoir un peu l'attention sur moi et avoir cette reconnaissance en fait de la part de mes camarades. Et vu que j'étais bonne élève, j'avais aussi cette reconnaissance de la part de mes professeurs. Et ouais, j'ai toujours été en fait entourée de beaucoup d'amis, avec un groupe qui était très solide tout le long de la primaire. Donc du fait d'être dans ce groupe, je pense un peu de populaire, il y avait déjà en fait très tôt cette envie d'avoir son amoureux. Je pense que toutes mes années de primaire, j'avais un amoureux et entre guillemets, je tournais entre trois garçons chaque année et je trouvais, enfin moi j'avais l'impression déjà de vivre les films de comédie romantique à travers ces petites relations et il y en a une particulièrement qui m'avait marquée et j'étais là mais en fait ça va peut-être être même l'homme de ma vie tout ça mais je me dis c'était quand même très tôt en primaire finalement pour avoir ces préoccupations. Après, en primaire, moi, je suis allée dans un collège où j'étais plus du tout, en fait, avec ces personnes que je côtoyais en primaire. Donc, ça a été un peu la dégringolade où je suis passée du cadre où j'étais dans ce groupe des populaires à j'arrive dans un endroit où je connais personne. Et ça a un petit peu changé. Je me suis beaucoup plus mis en retrait. J'ai été aussi avec des personnes qui étaient d'un monde totalement différent du mien. L'école primaire où j'étais, c'était une école privée avec des personnes qui venaient de familles beaucoup plus aisées. Alors qu'après au collège, je suis passée dans un collège public un peu de campagne avec des mentalités un petit peu différentes et je me suis beaucoup plus mis en retrait, j'ai mis un petit peu plus de temps à trouver ma place et surtout, j'ai été inexistante aux yeux des garçons. Pourquoi je n'intéresse plus? Il n'y avait pas le corps de la petite fille qu'on peut s'imaginer en 6e, je faisais 1m70, je pense que je faisais déjà 50 kilos, j'étais assez athlétique, j'avais déjà un petit peu d'effort, mais en fait je dépassais tout le monde de 2 têtes. Donc j'intéressais pas forcément les garçons de mon âge. Donc ce qui fait que au collège ça a été un peu la pénurie quoi. J'ai essayé des choses, je me suis pris des gros râteaux et j'étais en fait la bonne copine par qui on passait pour mettre les mecs avec la pote populaire quoi. Un peu de solitude ressentie par rapport à ça parce que je voyais mes amis qui elles avaient leurs copains, qui vivaient un peu leurs premières expériences et puis moi à côté qui avait envie de découvrir aussi un petit peu ça mais qui avait pas accès. Ensuite il y a eu le passage du lycée. Donc lycée aussi un peu pénurie quoi. Et en fait je me disais en fait t'as trop donné en primaire, du coup maintenant c'est le karma.
Vraiment, je pensais sincèrement ça. Je me suis dit, ouais, en fait, en primaire, tu tournais avec 3 garçons, tu les faisais un peu miroiter. Je faisais des questionnaires entre 2 personnes pour savoir laquelle me connaissait le mieux pour pouvoir quel est l'honneur, entre guillemets, de sortir avec moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'était horrible de faire ça. Et ouais, du coup, je pense qu'au collège et lycée, on m'a fait un peu galérer. Donc, j'ai toujours pris ça comme un peu une part de karma, vrai ou pas, je n'en sais rien, mais ça me fait rire de penser ça. Dans mon groupe d'amis, j'étais la dernière à pas être encore passée à la casserole, quoi. En fait, ça les faisait rire parce que moi, c'est vrai que la sexualité, ça a toujours été un domaine qui m'a intriguée. Franchement, depuis tout petite. C'est-à-dire que quand il y avait des films à la télévision, quand il y avait des scènes un peu sexuelles, des bisous, moi, ça me passionnait. Et je pense que je ressentais déjà des petits trucs en mode waouh, ça doit être sympa comme moment à vivre, comme sensation à ressentir. Et des fois, ça m'arrivait en fait de regarder les rediffusions, mais juste pour ce moment-là, parce que ça m'intriguait. J'ai toujours eu un peu un attrait autour de ça, autour de ce partage avec quelqu'un d'autre, de la sexualité. J'ai regardé mes premiers pornos assez jeunes, je crois vers l'âge de 12 ans, entre amis, on se disait allez hop, on va découvrir un peu ce que ça donne. J'en ai consommé de façon assez mécanique parce que ça me fascinait. Mais je me disais pas c'est ce que je veux faire. Mais en fait, j'ai découvert un panel des possibles dans les vidéos. J'étais là, mais comment les personnes ont l'idée de faire ça avec leur corps et les mises en scène, etc. Et en fait, je regardais ça sans ressentir d'excitation, mais vraiment en mode fascination. Ok, d'accord, ça fonctionne comme ça. Première fois, on va dire, avec pénétration, le premier acte sexuel avéré, c'est passé à 18 ans, je l'ai fait avec un mec qui était plus âgé que moi. Il avait 26 ans à l'époque, il me semble. C'était une rencontre assez rapide, on se connaissait pas plus que ça. Quand il est venu chez moi, moi je me doutais bien qu'il avait déjà fait des choses et moi j'avais rien fait du tout et il s'est posé la question, mince, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui dis ? Est-ce que je lui dis pas ? Parce que si je lui dis pas et qu'il y va comme un bourrin, ça va être compliqué. Donc j'ai fait le parti pris de lui dire, écoute, moi j'ai jamais rien fait. Et franchement, le mec trop cool qui m'a dit ok, pas de souci, mais t'es sûre que t'es prête? Donc moi j'étais là, ouais, j'attends un peu que ça presque. Et il a passé la nuit à me faire découvrir aussi mon corps, à me faire découvrir le corps d'un homme et comment un petit peu ça fonctionne. Et c'était vraiment, je pense, une première fois rêvée, quoi, en douceur et dans le respect, dans la bienveillance et vraiment très très cool. Après, avec cette personne, je suis restée en couple pendant 7 mois. Mais notre relation, elle était en fait vachement basée sur le cul. Pour moi, en fait, ça a un petit peu aussi modélisé ce qu'une relation devait être autour du cul. Et ça m'a un petit peu aussi fait me valoriser par rapport à ça, parce que on avait 8 ans d'écart, j'avais 18 ans, il en avait 26, et j'avais l'impression d'être la reine du cul alors que j'y connaissais rien. Du coup, j'ai commencé à me dire, ok, en fait, t'es bonne là-dedans, quoi. Un mec qui a de l'expérience, qui te le dit. Je me suis valorisée, en fait, dans ce domaine-là, qui, en plus, m'intéressait depuis très longtemps. Je me suis dit, ok, en fait, déjà, c'est très sympa, quand même. Et en plus, apparemment, je suis bonne dedans. Après, ce mec-là m'a quittée. Il m'a dit, non, mais c'est bon. Vous savez, les phrases, c'est pas toi, c'est moi, nanani, nanana. Il m'a dit profite, t'es jeune, voilà, profite. Et moi j'ai été un peu con, quoi. J'ai pris le mot à la lettre en mode ok, tu veux que je profite, je vais profiter. Après du coup c'est posé la question comment faire pour rencontrer des personnes et profiter finalement. À l'époque, j'étais en école préparatoire et mes potes me disaient écoute, les applis de rencontre et tout, il y a Tinder, c'était le truc qui était un peu le plus en vogue à l'époque. J'avoue que quand elles m'en ont parlé, je me suis dit ouais, c'est un peu intriguant quand même comme concept. Une appli de rencontre, finalement, comment ça fonctionne réellement, parce que moi dans ma tête, j'avais les exemples de Mythique, des trucs où c'est des vieux et puis voilà quoi, pour Marie-Chantal et Didier. Tinder, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc j'installe l'appli, je fais mon profil, je me dis mais en fait qu'est-ce que je suis censée mettre, qu'est-ce que je suis censée dire dessus. Je sais pas vraiment non plus pourquoi j'y vais puisque je suis en mode découverte. Au début j'y vais à tâtons. Et puis on y prend vite goût finalement à cette application puisque c'est très consommateur. C'est rigolo de juger les profils, de voir ah ouais celui-là pas mal, celui-là non, swiper. En vrai le mécanisme est très bien construit et les créateurs de l'appli ont bien fait leur taf. Puis il y a ce truc là de quand t'as un like, t'as la petite joie quand même, t'es là waouh,
purée, mon profil il a plu. Enfin, quand t'as un match, t'es waouh, trop cool quoi. Puis après viennent les premières conversations, et puis ainsi de suite. Puis on y prend très vite goût. Ce qui fait que j'ai été une consommatrice assez avérée finalement de Tinder pendant, je pense, une bonne année où j'ai fait quand même pas mal de rencontres. Parce que on a beau dire pour une fille, c'est quand même plus simple de rencontrer des personnes. Les applis de rencontre, il y a du bon et du mauvais finalement dedans. En fait, ça dépend comment on se positionne par rapport à l'appli. Est-ce qu'on a envie d'en faire également? Par exemple, moi, je sais que les applis de rencontre, ça me dérangeait pas en fait d'y aller pour coucher. Sauf que quand t'es une meuf, que tu likes des profils, qu'on te parle et que t'acceptes très rapidement de voir la personne et de coucher rapidement, ça entraîne un peu un cercle vicieux. Parce que t'as l'impression de plaire à énormément de personnes, t'as l'impression de faire plein de rencontres, que beaucoup de personnes s'intéressent à toi, sauf que dans la finalité, elles s'intéressent pas vraiment à toi pour ta personne, mais elles s'intéressent à toi pour ton cul. Et moi, il y a une époque où vraiment j'enchaînais les dates. Enfin, des fois, j'étais à 4. Enfin, je voyais 4 personnes dans la semaine, quoi. Parce que je me disais, waouh, purée, je plais de ouf, je suis intéressante et tout. Mais en fait, non, dans le fond, c'était pas ça. C'est juste, t'es une meuf, tu dis oui facilement et tu passes pas par 4 chemins, tu fais pas du blabla et en plus, tu prends pas trop la tête au mec. Donc, forcément, t'es un peu le trophée, enfin pas le trophée, mais bingo, quoi. Enfin, le mec, il a tout gagné, quoi. Et sauf que ça, quand j'en ai eu conscience et que je me suis dit en fait c'est bizarre parce que les mecs, dès que tu commences à un peu parler de conversations plus profondes, essayer de creuser des trucs, là il y a plus personne. Et donc on te ramène juste à ton statut de en fait non, on est juste plan cul et il y a pas possibilité de parler d'autre chose. Donc je me suis dit cette appli d'un côté en fait ça te permet d'avoir une certaine estime de soi parce que tu plais quand même. Enfin je veux dire, la personne, si elle a voulu te voir, c'est que tu lui plais un minimum. Mais en même temps, tu te remets en question en te disant, pourquoi est-ce que je lui plais réellement? C'est pas ma personne, c'est ce que je lui apporte et le plaisir d'un instant, entre guillemets. Enfin, donc c'est un peu dérisoire et c'est un peu faussé. Donc ça, je trouve que c'est un peu le danger. En fait, c'est la consommation. C'est les applis de rencontre, c'est la surconsommation en fait qu'on peut en avoir et la fausse estime de soi qui peut en découler. Donc quand on en a conscience, ça va, mais je pense que quand on n'en a pas conscience et que vraiment on se nourrit de ça pour se complaire, pour nourrir une confiance en soi, en fait c'est de la fausse confiance en soi finalement, parce que derrière il y a rien. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Après, au bout d'un moment, tu fais le tour en fait de Tinder, les mêmes schémas se répètent, c'est les mêmes conversations, tu te rends compte que les mecs, ils veulent qu'une seule chose et en fait ça devient barbant de passer par là. Ça prend du temps, c'est pas forcément naturel. Donc moi j'ai un peu mis ça de côté et puis je me suis rendu compte que quand tu vas un peu en soirée, quand tu sors, que t'abordes des gens, tu peux aussi faire des rencontres sympathiques. Sauf que encore une fois, je reproduisais ce schéma de je rencontre une personne et direct en fait on finit ensemble la nuit et on couche ensemble, quoi. Et puis dans les soirées aussi, ce qui est plaisant, c'est que on voit directement l'effet qu'on peut produire, alors que sur une appli, il y a le temps de message, il y a le temps de réflexion, c'est moins spontané. Quand t'es en soirée, t'as bu un petit peu, t'es un peu plus détendu, puis il y a un jeu qui peut s'installer de séduction, etc. C'est quand même assez plaisant et c'est attractif, quoi. Et donc en fait on voit directement son pouvoir finalement de séduction se mettre à l'œuvre. Et ça devient aussi addictif finalement. C'est-à-dire que quand tu vas en soirée, tu te dis ce soir, est-ce que je vais rentrer accompagnée? Qui je vais réussir à séduire? Ça devient aussi un petit jeu. Franchement, c'est horrible, mais limite c'est la chasse aussi, quoi. Enfin, il n'y a pas que les mecs qui chassent, il y a aussi... il y a pas aussi... Enfin si, il y a aussi les femmes, et ça en devient un petit peu un petit jeu, mais toujours dans ce besoin, ce désir aussi de validation de l'autre et de voir que l'on peut plaire. Franchement, c'est booster son ego finalement. Et
limite, la soirée, elle est réussie quand on a pu voir qu'on a pu plaire, qu'on a eu un petit mot sympa, qu'on a eu une interaction. Et voilà, donc moi, ça m'est souvent arrivé quand même de rentrer les soirs accompagnés et de faire parfois des excès. Enfin, pour l'anecdote, une fois, je suis en soirée, ça se passe bien, il commence à être un petit peu tard, il y a un mec qui vient m'aborder, puis on finit la soirée ensemble, on rentre chez moi, il doit être, je sais pas, 2h30, 3h du matin, on couche ensemble, c'est cool, le mec se casse directement après, donc vraiment consommation, quoi. Et puis, je reçois un message vers 3h30 dans la même nuit, du matin, un mec avec qui je parlais un petit peu, on s'était jamais vu. Bah écoute, ça te dit qu'on se voit ce soir ? Là, je suis en train de rentrer chez moi et j'ai pensé à toi. Et moi, je lui dis, mais en fait, là, il est 3h30 du matin. En plus, je lui ai dit que je venais de coucher avec quelqu'un. Je suis un peu alcoolisée. Enfin, là, je suis fatiguée. Mais non, on s'en fout. Tu viens, on boit un verre et on voit ce qui se passe. Donc, j'y suis allée, 3h30 du matin. Puis, j'ai couché avec une autre personne, quoi. Donc, voilà, la consommation dans la nuit. Sauf qu'en fait, avec le recul, je me dis, mais est-ce que s'il n'y avait pas eu aussi ce contexte d'alcool un peu foufou qui te débride, est-ce que j'aurais fait ça ? C'est quand même quelque chose qui est pas anodin pour un peu le commun des mortels d'aller ken avec deux mecs à la chaîne, hein, parce que clairement c'est ça qui s'est produit dans la même soirée. Donc ouais, enfin moi j'ai aucun problème avec ça, hein. Je me suis pas sentie, j'ai pas eu de regrets, je me suis pas sentie sale, je me suis pas dévalorisée par rapport à ça. Moi j'ai kiffé ma soirée, c'était super cool, mais je sais très bien que cette anecdote là, ça peut très vite en fait faire un peu, ça peut être mal vu, quoi. Ça peut engendrer des réactions ou des réflexions. C'est pas terrible, quoi, de faire ça. Enfin, est-ce que ça fait la fille facile, quoi, ou la fille qui justement consomme à outrance, etc. Alors que en fait, je vis juste, quoi. Enfin, je prends plaisir à coucher avec des personnes. Là, il y avait quand même le contexte de l'alcool qui, je pense, a pas mal favorisé le fait que je me dise bon allez vas-y, on n'a qu'une vie, c'est drôle. En fait, moi je me suis dit au pire ça fera une anecdote sympa à raconter, la preuve. Et voilà. Mais aussi, il y a ce danger, il faut faire quand même gaffe avec l'alcool aussi dans les soirées, parce que tu te débrides, t'as plus de facilité à aller vers les gens, et puis en fait, ça réenclenche de nouveau un engrenage de c'est plus facile de coucher avec quelqu'un quand que tu connais pas, quand t'es un petit peu alcoolisé, c'est plus facile d'aller vers les gens, ça brouille aussi un petit peu la perception que l'on a de l'autre et que l'on a de soi-même, peut-être un petit peu aussi, je sais pas. Moi, je suis une personne, j'aime bien expérimenter des choses. Et à un moment, c'est poser la question de pourquoi pas faire de l'escorting, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intriguée aussi, en fait, finalement, comment ça fonctionne, les mécanismes qu'il y a derrière. J'avais déjà pensé, en fait, plus jeune. J'avais regardé un peu des sites, mais j'avais jamais vraiment osé sauter le pas parce que j'étais peut-être un petit peu mal à l'aise avec cette idée-là de vendre mon corps finalement, qu'on me donne de l'argent et puis qu'en échange je fasse une pratique sexuelle. Je pense que j'étais pas encore assez à l'aise avec cette idée-là. Et puis dans mon entourage, j'ai une personne dont je suis assez proche qui pratique l'escorting. Du coup, en fait, ça a été une mine d'informations, une source d'informations très importante. Elle m'a raconté comment se passaient ses rendez-vous, comment se passait l'inscription sur un site, en fait comment tout simplement fonctionnait ce principe de l'escorting. Et on en a beaucoup parlé, puis j'ai pris la décision de me dire bon allez, je tente en fait. Pourquoi finalement je me suis dit vas-y, j'essaye. Plusieurs raisons. Franchement, on va pas se mentir, hein, il y a l'aspect argent facile. J'étais pas en galère de thunes ou quoi que ce soit, mais bon, ça met un peu du beurre dans les épinards, hein, comme on dit. C'est toujours. Puis aussi de savoir un petit peu la sensation que ça pouvait faire, de se retrouver avec ces petits billets de 50 dans la poche après. Enfin, de voir un peu la sensation que ça pouvait procurer, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, je sais pas. En fait, c'est en fait surtout de la curiosité finalement, de voir comment ça se passe. Quels sont aussi les profils d'hommes qui demandent ça, et aussi une recherche peut-être d'adrénaline, parce que c'est encore une fois, c'est pas anodin comme pratique.
Donc je pense que c'est ça qui m'a attirée là-dedans, en fait, la curiosité, puis le fond aussi pécunier. Bah ok, c'est une nouvelle expérience, puis en plus ça me rapporte de la thune, bah vas-y, on peut tenter quoi. Le mécanisme, il est simple, hein. Il y a un site qui est dédié à ça, on s'inscrit, on fait saut d'annonce, on poste des petites photos qui sont censées donner envie aux personnes intéressées. Et puis de là, on donne un numéro, un moyen de pouvoir nous contacter. À partir de là, on reçoit des messages, on reçoit beaucoup de messages de personnes qui se présentent plus ou moins mal, de façon plus ou moins humoristique, de façon plus ou moins poétique parfois, donc c'est assez drôle aussi de voir ça. Et salut, moi c'est Jean-Marc, 50 ans, je suis intéressée par un moment charnel avec toi. En fait, c'est ce genre de messages-là qui sont proposés. Et puis ensuite, moi, je réponds en exposant quels sont les tarifs que je propose, quelles sont les pratiques que je propose, parce que je pratique pas tout dans le cadre d'un rendez-vous. Je précise que c'est des rapports aussi qui sont protégés, parce qu'il faut quand même mettre à cadre. En fait, il faut être très cadré dans l'escorting, parce que ça reste quand même une pratique qui peut être aussi un petit peu dangereuse, hein, mine de rien. Donc bien mettre un cadre, préciser qu'il faut recevoir, enfin que la personne doit nous recevoir soit à l'hôtel, soit chez elle. Pour la sécurité, moi je demande toujours une photo de la personne pour deux raisons. Déjà savoir à quoi ressemble la personne à qui j'ai affaire, parce que encore une fois, Jean-Marc 50 ans, c'est pas forcément mes critères de beauté première. Et moi ça aussi c'est un truc sur lequel je me réserve le droit, c'est que je sélectionne, je fais pas ça avec n'importe qui et j'essaye quand même de choisir des profils qui me plaisent un minimum physiquement. Donc voilà, toujours demander une photo. Une fois que le rendez-vous est confirmé, c'est parti quoi, on y va. Et y a cette petite adrénaline avant d'y aller, comment ça va se passer, est-ce que la personne, parce que les personnes qui font ça en fait, enfin qui demandent une escorte, elles sont aussi parfois mal à l'aise, hein. Elles sont un peu timides, donc il faut être aussi parfois avenant. Enfin, il y a un petit peu, on va dire les 5 premières minutes où on est à tâtons. Tu découvres un petit peu la personne, quel est le ton que tu vas employer, est-ce que tu vas un petit peu déjà parler avant de commencer à faire quelque chose, est-ce que tu commences direct dans le vif du sujet. Parfois on n'a pas trop parlé des attentes du rendez-vous, donc tu sais pas vraiment ce que tu vas faire. Donc c'est un peu de la découverte et de l'adaptabilité en fait quand t'es sur le rendez-vous en lui-même quoi. Et puis, en fait, quand tu commences à faire des rendez-vous, tu te rends compte que y a beaucoup de personnes qui veulent parler aussi. T'as un petit côté un peu social, t'as différents profils qui se présentent à toi, et puis ils ont besoin d'une présence féminine. Souvent, c'est des hommes qui ont du mal à parler aux femmes, qui ont pas confiance forcément en eux. C'est des personnes aussi qui veulent pas prendre le temps de justement s'investir dans faire des rencontres, s'inscrire sur des applis, et du coup il y a aussi ce côté-là d'être à l'écoute et de dire les bonnes paroles, de rassurer. Voilà, c'est pas que le côté cul, il y en a, hein, c'est que le côté cul, mais il y en a d'autres qui cherchent aussi une personne avec qui un petit peu parler de leur vie, de ce qu'ils aiment, de leurs soucis. Voilà, donc il y a aussi, c'est pas que du cul, c'est aussi un côté social quoi. Quand j'ai commencé aussi, il y avait cette question-là de comment ça se passe le moment où tu reçois l'argent. Donc moi justement, ma connaissance m'avait dit tu le demandes au début, hein, comme ça t'es sûr. Mais moi ça me gênait en fait d'arriver et dire file-moi ma thune quoi. Je trouvais ça un peu gênant, un peu impersonnel, et puis un peu pareil, pas naturel. Et je trouvais que ça renvoyait justement la personne à ce truc de vous m'avez payé pour ça, alors qu'il y a quand même le côté social qui rentre en jeu. À la fin, la personne elle vient te voir un peu discrètement, et puis elle te donne la petite enveloppe comme ça. Et t'es là, merci. Et après, tu te casses et puis t'as tes petits billets en poche, quoi. Donc c'est un moment, je trouve, le moment où tu reçois l'argent, moi, en tout cas, je le trouve un peu gênant parce que je me dis, ok, en fait, j'ai pas non plus fait grand chose et on me donne cette somme, quoi. Et puis, finalement, quel est mon rapport maintenant aux hommes? Comment aussi je perçois les hommes? C'est un peu compliqué, c'est un peu ambivalent finalement comme sentiment, parce que du fait que j'ai eu un peu une consommation aussi excessive, que j'ai eu beaucoup de coups d'un soir, de petites rencontres comme ça insignifiantes,
j'ai un peu l'impression que je me suis toujours valorisée par rapport au cul dans ma façon d'aborder les hommes, c'est-à-dire toujours en mode séductrice. Et même dans mes relations un peu plus longues, en fait, j'accordais moi une place importante au cul. En fait, je me mettais limite une pression à me dire il faut que je sois le meilleur coup de sa vie, quoi. Et sauf que je me suis souvent vendue, limite comme ça, en mode être avec moi, ça veut dire que tu vas passer des super nuits. Mais j'ai pris le coup de revers en presque intégrant le fait que du coup les hommes ne s'intéressaient à moi que pour ça. Et c'est pas facile à accepter parce que je sais que bien entendu je vaux plus que ça, mais c'est un fait et un constat que j'ai eu sur la plupart des relations que j'ai eues, c'est que quand on me rappelle c'est si tu te souviens c'était quand même sympa, ça te dit pas qu'on recouche ensemble quoi. Et c'était pas tu te rappelles c'était cool quand on discutait de choses et que tu disais des choses intéressantes, ça allait pas, donc c'est un peu chiant. En fait ça renvoie aussi à la question est-ce que les hommes sont des connards? Oui et puis non en fait, enfin encore une fois il y a pas de bonne réponse, c'est juste que aussi je participe à ce que ce soit des connards en leur donnant un petit peu ce qu'ils veulent en fait. Donc en conclusion, les hommes ils m'horripilent tout autant que j'aime les séduire.